Salut tout le monde, je suis Julien Martel et bienvenue à la longue sortie. Fait que salut Isabelle, vraiment content de Salut. t'avoir à la longue sortie. Ben, ça me Euh, fait vraiment plaisir. Très cool d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on voulait parler d'hormonothérapie Oui, substitutive chez les femmes, puis faire un peu le tour de tout ça, démystifier ça. Je pense qu'il y a encore des vieilles notions qui traînent, puis qui viennent teindre euh, un peu l'opinion des gens sur l'hormonothérapie, puis les risques, etc. Fait que je pense que ça va être super intéressant comme conversation. C'est la première fois qu'on se rencontre, fait que si tu peux juste nous faire un petit topo de ton background, puis comment tu as fait un peu un parcours similaire au mien, de commencer avec des soins aigus, puis ensuite de ça aller plus vers la prévention, ça a l'air d'être un thème là, qui commence à être une trend, comme on dit. absolument. Ben, en fait, je suis médecin de famille de formation. Donc, j'ai fait mes études à Québec et je suis venue pratiquer sur la rive sud de Montréal. J'ai eu un beau début de pratique, mais comme toi, j'ai eu des intérêts qui se sont focusés davantage sur les soins aigus. Donc, j'ai obtenu un poste dans 2 unités de soins intensifs là, pendant presque 10 ans au total, là, quand on combine ces 2 expériences-là, et j'ai appris beaucoup, j'ai vraiment aimé mon début de pratique dans les circonstances, hein. Tu sais, quand on gère des gens qui sont dans un état d'instabilité, ça nous amène à sortir un peu de notre zone de confort, puis ça nous amène aussi à plonger dans la compréhension plus approfondie de la physiologie, hein. Donc c'est un bon sujet à amener pour ce qu'on va discuter pour la par la suite. Une personne dans un état critique, on veut connaître, bon, d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, comment le corps est en train de réagir à ces offenseurs-là, comment je peux jouer sur les bons récepteurs avec nos médicaments pour restaurer la situation dans un état de physiologie plus normal. Donc, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions en regard justement de la physiologie de l'individu, puis à comment on peut faire pour éviter en fait, d'avoir ces patients-là dans nos soins intensifs ou à l'urgence décompensés pour la plupart, des maladies chroniques, avec des décompensations aiguës, par exemple. Donc, ça m'a amené à me plonger dans le désir de vouloir faire un peu plus de prévention, et de comprendre, à l'échelle plus, biologique ou physiopathologique, quels sont les mécanismes qui vont causer la maladie initialement pour être capable de mieux agir sur ces processus-là dans un esprit de renversement potentiel ou de ralentissement pour éviter de les avoir dans nos soins intensifs éventuellement, évidemment. Alors, en faisant cette expérimentation-là, je suis plongée dans la littérature de prévention, d'habitudes de vie, de comprendre comment tous nos comportements sur le plan alimentaire, gestion du stress, promotion du sommeil, exposition environnementale à des polluants, activité physique, et cetera, peuvent moduler la physiologie dans une perspective d'optimisation de la santé. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé de faire ma formation complète en médecine fonctionnelle, que j'ai commencé, dans les années 2019. J'ai fait mes examens dans les années suivantes et j'ai tellement aimé ce que j'ai appris, puis ça faisait tellement sens avec moi, ça résonnait tellement avec mes valeurs que j'ai décidé, de vraiment changer ma pratique, puis de laisser derrière moi ce beau chapitre d'expérimentation que j'ai fait dans un contexte de soins critiques. Puis bon, j'avais aussi une clientèle de médecine familiale dans un moindre degré là, de temps accordé à ma pratique que j'ai dû laisser aussi malheureusement parce que l'objectif de ma carrière était maintenant d'offrir 100% de mon temps à une clientèle qui cherchait cette optimisation-là à l'égard de leur santé. Voilà, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai décidé de me lancer tête première dans cette belle médecine qui est la médecine préventive, où on s'intéresse plus à la santé qu'à la maladie, hein. Puis des fois, je me dis: «C'est ça que notre système de santé devrait faire par moment». On a d'excellentes institutions de santé essentiellement là où on peut gérer la maladie dans sa phase aiguë, mais tout ce qui se passe de façon extra, institutionnelle essentiellement, à mon avis, devrait être un petit peu plus focusé sur les façons d'optimiser la santé plutôt que de mettre un individu dans une belle boîte avec un protocole thérapeutique pharmacocentrique, où on escalade nos pilules en fonction des cibles sans se poser de questions à l'égard de: «Mais qu'est-ce qui a causé la maladie chez ce Ouais. patient-là? Qu'est-ce que je peux moduler comme comportement pour permettre, de retrouver son état de santé?»
Puis moi, c'est le fun parce que c'est ça que je vois tous les jours de ma vie. Quand je vois des patients, je les accompagne vers ça. Donc ils sont pas bien, mais ils sont engagés, ils ont envie de savoir quoi faire pour retrouver leur état de santé initial. Donc c'est ça que je trouve être, une vraie belle médecine. Très cool. Puis Ouais. c'est vrai ce que tu dis, surtout en soins aigus. Moi, ce qui m'a aussi poussé un peu à faire un virage dans ma pratique, c'était vraiment le. Justement, comme tu dis, c'est des gens qui se présentent la première fois dans un établissement vraiment malade, mais que tu te rends compte que finalement, tu sais, c'est juste une première manifestation d'une maladie chronique qu'ils ont depuis des années, là, tu sais, que ce soit Absolument, des ouais. maladies cardiaques ou quoi que ce soit, tu sais, c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Absolument. Puis on se Mmh. rend compte que Colin, tu sais, il y a juste plein de choses qui auraient pu être faites avant. Puis Tout à fait. à un moment donné, on Mmh. se dit, OK, ben, tu sais, on a travaillé sur la fin, là, les gens qui sont vraiment aigus. Puis c'est super, tu sais, justement, au niveau physiologique, au niveau apprentissage, au niveau manager vraiment la maladie aiguë. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur tout ce qui arrive en amont. Euh, Mmh. Puis comme tu dis, on est bon en médecine d'avoir bien des critères diagnostiques. Puis souvent, tu sais, quand on regarde, on parle de maladie métabolique, de diabète, tu sais, on a des genres de threshold un peu arbitraires, tu sais, basés sur des données populationnelles. Puis là, on va attendre que quelqu'un soit avec un HbA1c à tel niveau pour dire Ah, Exact. là, il faut traiter, Le puis là, on fait diabète les est choses. arrivé. Là, Ouais. vous avez un diabète, fait que là, on va s'occuper de ça, tu sais. Alors Mmh. que c'est un continuum. Mmh. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a plein d'exemples à faire dans plein de maladies là, comme ça là, qui peuvent se développer. Tout à fait. Puis, tu sais, on l'a vu, hein, même pendant la COVID, hein, donc on qualifiait les gens de jeunes et en bonne santé qui étaient à risque d'attraper, ou de faire des complications, des virus. Puis en soins critiques, on le voyait bien. Oui, il y en avait une minorité de très jeunes et en très bonne santé, mais l'ensemble des autres personnes qui développaient des complications semblaient être des gens qui avaient pas de diagnostic, donc considérés en bonne santé, mais Ouais. en surpoids viscéral, un peu hypertendu, très résistant à l'insuline, avec un profil inflammatoire très, très important. Donc, je suis de ton avis, comme quoi, tu sais, il ne faut pas attendre d'avoir le diagnostic de diabète ou d'hypertension avant de penser qu'il y a peut-être 10 ans de perturbations physiopathologiques avant qui confèrent à l'individu un état de maladie, littéralement. Ben Donc, oui, même si on n'a pas de diagnostic, ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé en soi, hein? exactement. Non, Mm, puis ça c'est extrêmement vrai. mm, Puis je pense que c'est ça, tu sais, dans la vision de prévention, ben, c'est d'aller chercher plus agressivement ces indices-là où il peut absolument. avoir vraiment un début de maladie, puis d'intervenir. C'est beaucoup plus facile Ouais, d'intervenir au début d'une maladie ou d'un processus qui va mener vers un absolument. diagnostic que d'attendre que ça arrive. Là. Tu sais, c'est comme un peu ça, c'est un autre sujet, le dépistage de Mhm. cancer, mais tu sais, Ouais, mm. je veux dire, c'est pas mal plus facile de traiter un cancer qui est en stade 1 qu'en stade 4. Là. Absolument, absolument. Bien d'accord. All right. Fait que, Mmh. allons dans le vif du sujet. Oui. Sujet vraiment en vogue, à la mode. Je pense que dans la Mmh. dernière année et demie, là, il y a eu une grosse sensibilisation, je pense, de la population au niveau de la périménopause, la ménopause, l'hormonothérapie substitutive. Mmh. Mais il reste encore pas mal de points d'interrogation, pas mal Mmh. de confusion autour de ce sujet-là qui est assez vaste puis complexe. Euh, je pense qu'on va se faire un genre de petite intro 101 sur c'est quoi l'hormonothérapie substitutive, en quoi ça consiste, les molécules qu'on utilise, puis on va se lancer dans cette discussion-là. Absolument. Donc, l'hormonothérapie substitutive, en fait, c'est essentiellement, de façon bien vulgarisée, l'utilisation d'hormones qui ont été fabriquées en laboratoire pour combler un déficit chez, puis là, on va parler évidemment de la femme aujourd'hui, éventuellement l'homme Oui, pourra suivre, là, mais donc pour combler un déficit qui commence à émerger dans la transition vers la ménopause chez une femme, dans le but évidemment de traiter des symptômes pouvant émerger de ce déclin hormonal-là, essentiellement. Donc, l'hormonothérapie substitutive, il existe encore comme un grand débat sur la nomenclature, hein, des oui, différents types d'hormones. Donc, tu sais, on utilise le terme bioidentique et synthétique, puis là, tout le monde, bon, dans la communauté médicale dit, ben là, ça n'existe pas, là, bioidentique, synthétique, tout est fait en laboratoire. Ben, c'est vrai, tout est fait en laboratoire, effectivement. Donc, on peut prétendre que tout est synthétique d'une certaine façon, effectivement. Par contre, quand on regarde
l'émergence de l'étiologie de la molécule, en fait, d'une hormone que je vais qualifier de réellement synthétique, c'est-à-dire qu'elle va avoir été créée de toutes pièces et qu'il va y avoir des atomes placés à différents endroits, de sorte que la molécule d'hormone à proprement parler, pouvant appartenir à la classe des estrogènes ou des progestatifs, puisse ne pas tellement ressembler à ce que notre corps pourrait produire de façon naturelle. OK? Donc, ça, c'est, pour le besoin de notre conversation, c'est ce genre d'hormone-là que je vais qualifier de synthétique. Et quand je vais utiliser le terme bioidentique, des hormones fabriquées en laboratoire qui vont créer une structure moléculaire qui est extrêmement similaire à ce que notre corps produit en termes d'estrogène et de progestatifs en soi. Donc, la terminologie synthétique versus bioidentique, les deux sont faites en laboratoire, mais il y en a un qui est vraiment similaire aux fonctions de notre corps, puis l'autre ne l'est pas du tout, ou très peu en fait, peut avoir un impact positif sur la régulation de certains récepteurs, mais qui n'a pas du tout le même impact dans le reste du corps par rapport à ce que les vraies hormones pourraient faire en réalité. Donc, dans l'hormonothérapie substitutive chez la femme, les deux qu'on connaît le plus, évidemment, sont les estrogènes, les classes des estrogènes. Donc, ce qui a été popularisé davantage dans les dernières décennies, hein, dans le terme des hormones synthétiques, sont les estrogènes conjugués équins, donc le primarin. Hein. Ouais. Donc, c'est des hormones qui ont été extraits de l'urine de jument enceinte, donc qui sécrètent beaucoup d'estrogènes. Évidemment, dans ces hormones-là qui ont été extraites et modifiées en laboratoire, il y a une petite portion d'estradiol qui est effectivement une hormone que nous on produit, mais il y a aussi des dizaines d'autres types d'estrogènes qui ne sont pas reconnus par le corps comme étant une molécule naturellement produite et qui ont aussi des effets physiologiques un peu différents. Et puis on va y revenir un peu tantôt. Dans les autres classes d'estrogènes bio-identiques, on va trouver l'estradiol 17-bêta, qui est vraiment la forme d'estrogène que nos ovaires produisent. Alors, on va retrouver cette forme d'estrogène-là à travers des comprimés oraux qu'on peut prendre d'estradiol 17-bêta et une voie transdermique qu'on peut appliquer sur la peau, par exemple, sous forme de gel ou de timbre, donc qui va être absorbé transdermique et qui va avoir un effet similaire à ce que nos propres hormones, en étant fabriquées en âge de procréer, va faire. Dans la classe des progestatifs en soi, donc toutes les hormones synthétiques, évidemment, je nomme les plus facilement prescrites en ménopause, là, mais Ouais. bon, les, la, le, le Provera, là, je me souviens pas du nom générique, là, l'AMP, j'ai toujours l'acronyme de médroxyprogestérone, là, mais bon, acétate de médroxyprogestérone, peut-être bien. Donc, le Provera est un progestatif aussi qui a été synthétisé dans le but de protéger l'endomètre de son exposition aux estrogènes. Donc, évidemment, si on donne à une femme une quantité importante d'estrogène qui a un effet prolifératif, c'est-à-dire qui va favoriser la croissance des cellules des organes gynécologiques, incluant l'endomètre. On veut certainement antagoniser cet effet-là dans le but de prévenir l'émergence de cancer de l'endomètre. Donc, le Provera, en tant que tel, a été développé dans le but de contrecarrer l'effet des estrogènes sur les tissus gynécologiques dans une perspective de prévention de cancer. Cependant, cette hormone synthétique-là n'a pas les mêmes effets extra-utérins que pourrait l'avoir la progestérone. Donc, progestérone étant l'hormone bioidentique maintenant, qui peut être produite en laboratoire, mais qui est aussi similaire à la molécule qu'on produit en fait nous-mêmes par nos propres mécanismes endogènes et qui va non seulement avoir un effet préventif de la même façon que le Provera sur le tissu gynécologique, mais va pouvoir aussi se répercuter sur plein d'autres organes extra-utérins qui ont des récepteurs positifs à la progestérone, les tissus mammaires, même le cerveau, hein, donc le métabolisme de la progestérone qui va fabriquer de l'allopregnénolone, qui va aller stimuler les récepteurs GABA, qui sont les mêmes récepteurs qui sont stimulés quand on prend une petite coupe de vin hein, pour relaxer, diminuer l'irritabilité, bien dormir en profondeur, etc. Donc, il y a des intérêts quand même particuliers à utiliser l'hormonothérapie bioidentique dans ce contexte-là. Dans le fond, pour vraiment
vraiment venir mimer ce que les hormones endogènes naturelles pourraient créer dans le corps dans un équilibre parfait quand on est en âge de procréer, puis que nos ovaires n'ont pas mis le genou à terre là, dans la fin de leur dernier souffle de vie, évidemment. Donc, j'espère ne pas avoir mêlé personne. Mais en résumé, tu sais, synthétique, les plus fréquemment utilisés, donc l'estrogène conjugué équin combiné à l'acétate de médroxyprogestérone, qui sont les deux fréquemment les plus prescrits, puis en hormonaux bio-identiques, donc l'estradiol 17-bêta par différentes méthodes d'administration et la progestérone pure, qui n'est pas une progestine synthétique, mais bien de la progestérone qu'on combine avec l'estradiol 17-bêta. Évidemment, moi, je suis une grande prescriptrice d'hormones bio-identiques pour différentes raisons. Puis c'est davantage vers ça que va tourner autour, autour duquel notre conversation Ouais. va tourner finalement. Euh, et il y a d'autres hormones, évidemment, qu'on utilise en hormonothérapie bioidentique, comme la testostérone ou le Mhm. DHEA chez la femme, qui peuvent avoir un impact intéressant, qui sont peut-être un petit peu moins documentés par la littérature, évidemment, mais qui, quand on discute avec une femme, puis qu'on essaie de comprendre un petit peu l'origine de son mal-être, les différents symptômes qui émergent de sa transition en périménopause, voire même en ménopause, on peut quand même mettre en évidence plusieurs symptômes qui pourraient être renversés par une modulation suffisamment efficace de tout le volet androgénique là, avec la testostérone et le Mhm. DHEA. Donc, on pourra en reparler au courant de notre conversation, plus vers la fin. Ouais. Très cool. Fait que je pense que c'est un super bon tableau. Je pense que tu as mis la table là, pour le reste de la conversation. Fait que parlons un petit peu justement. Tu sais, j'aime ça faire un peu. Excuse-moi, j'aime ça faire un peu des fois comme un parcours le classique d'un patient. Je pense que les gens ils comprennent bien où ils se voient même là, tu sais, dans ce parcours-là. Euh, fait que puis ça va nous permettre un peu d'aborder les symptômes liés, exemple, à la périménopause, puis ensuite de ça vers la ménopause. Puis je pense un petit peu la place de l'hormonothérapie dans tout ça. Fait que quand tu as une patiente, par exemple, qui approche dans une période là, qui peut être de périménopause, mais tu sais qu'il ne sait pas nécessairement, là, tu sais que on approche de temps-là, c'est quoi les symptômes ou les choses qui vont être rapportées le plus fréquemment par tes patientes quand ils Mhm. arrivent à ce stade-là de leur vie? C'est une très bonne question. Puis en premier, il faut comprendre la physiologie sous-jacente pour que tout ça fasse du sens. Parce que ces symptômes-là peuvent être très hétérogènes d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent passer à travers une transition ménopausique haut la main sans aucun symptôme, alors que d'autres vont trouver ça extrêmement difficile. Donc, il y a une variabilité inter-individuelle importante. Mais généralement, en périménopause, évidemment, ben, on s'enligne vers un état où nos ovaires ne seront plus capables de fabriquer de l'estrogène et de la progestérone, pour ne nommer que ces hormones, hein, parce qu'il y a aussi la production des androgènes par les ovaires, mais on y reviendra. Donc, l'estrogène et la progestérone qui sont essentiels à la modulation du cycle normal pour une femme en âge de procréer et qui vont aider à faire progresser l'endomètre et qui vont aider à favoriser une ovulation pour permettre, pour permettre la procréation éventuellement. Donc, en périménopause, comme on s'enligne vers un état d'insuffisance au niveau des ovaires, il va y avoir une réduction très graduelle de la sécrétion qui va atteindre davantage initialement la progestérone, qui va commencer à décliner bien avant d'affecter la production d'estrogène, qui va être vraiment plus tardive. Donc, 1 à 2 ans avant la ménopause, c'est là qu'on va voir des taux d'estrogène qui vont commencer à décliner, alors que 5 à 10 ans, parfois même des fois 15 ans, pour d'autres raisons, avant la ménopause, la progestérone commence à décliner. Donc, qu'est-ce que ça crée, ça, dans la physiologie d'une femme? Donc, ça veut dire que dans la phase du lutéal, du cycle menstruel, puis peut-être que je préfère un petit aparté pour nommer les deux phases du cycle menstruel. Donc, le cycle menstruel de la femme, on va la diviser en deux phases. Donc, la première phase, c'est la phase folliculaire, à travers lequel, ben là, il y a eu la menstruation pendant la première semaine. Et tranquillement, il y a une resécrétion bien graduelle d'estrogène qui va commencer à fabriquer ou aider à cultiver un bel endomètre qui va se rendre propice à l'implantation d'un ovule qui va être fécondé. Ça va mener à l'ovulation qui va être exactement en plein milieu du cycle. Et la période entre l'ovulation et les règles est appelée la phase lutéale.
Et lorsque l'ovulation est créée, il y a un petit corps jaune qui émerge de ça et qui va fabriquer beaucoup de progestérone. Et c'est cette progestérone-là qui va souvent, on va en reparler, mais qui va avoir tendance à diminuer au fil du temps, de par le phénomène de périménopause et aussi parce que l'ovulation arrive de moins en moins souvent. Donc, il y a vraiment des cycles anovulatoires qui peuvent arriver. Donc, s'il n'y a pas de corps jaune, il y a très peu de progestérone qui est produite alors que l'estrogène est produit encore par les ovaires. Donc, il y a disons, un état de dominance estrogénique, on va l'appeler comme ça, donc un déséquilibre entre l'estrogène et la progestérone qui, pendant la phase lutéale, devrait être à des niveaux relativement similaires pour travailler de façon symbiotique, on va le dire comme ça, hein. Les deux hormones ont des fonctions différentes, mais le fait d'en avoir trop de une, passer d'une autre, va débalancer la physiologie d'une certaine façon, puis on va avoir des symptômes qui vont émerger de ça. Donc, vous aurez compris que les symptômes de déséquilibre entre l'estrogène et la progestérone vont se manifester de façon beaucoup plus intense dans cette phase-là, la phase lutéale, donc quelques jours avant les règles. Puis avec le temps, ça peut s'échelonner hein, entre l'ovulation et les règles. Puis il y a certaines femmes très sensibles aux fluctuations hormonales qui vont les ressentir 3 semaines par mois. Puis ils vont avoir une certaine forme de relâchement puis d'apaisement quand ils vont tomber menstrués enfin. Ouais. Alors, les symptômes qu'on voit dans un déséquilibre, hein, un petit peu trop d'estrogène par rapport à la progestérone, puis quand je le dis comme ça, c'est pas du tout péjoratif à l'égard de l'estrogène, hein, c'est vraiment une question relative d'équilibre. Donc, on sait que nos récepteurs, si ils sont un petit peu trop stimulés par l'estrogène, alors qu'il n'y a pas l'effet compensatoire de la progestérone, on va avoir des symptômes qui vont se manifester comme un petit peu plus d'insomnie, d'irritabilité, des douleurs au sein, de la rétention d'eau, des raideurs musculaires, des raideurs articulaires, beaucoup moins de patience avec les enfants. Je dis à mes patientes, si vous avez envie d'épingler votre chum sur le babillard là, une semaine ou deux avant d'être menstruée, c'est vraiment une manifestation de déclin de progestérone et d'excès d'estrogène. Une sensation de fébrilité trop importante ou d'anxiété, par exemple, des cravings de sucre là, qui vont se manifester 1 à 2 semaines avant les règles. Donc, ce phénomène-là va s'exacerber au fil du temps puis on peut le voir venir là, 5 à 10 ans, comme je mentionnais, avant la ménopause. Donc, ça ne veut pas dire que, tu sais, j'entends beaucoup de femmes me dire, ben, on me dit que j'ai rien parce que je suis toujours menstruée, puis que quand j'aurai plus de menstruation, c'est là qu'on va avoir besoin de me donner des hormones, mais malheureusement, c'est faux. En fait, oui, c'est vrai que à ce moment-là, les estrogènes vont manifester leur déclin de façon assez intense, mais avant ça, il y a un contexte de déséquilibre qui est très important. Puis la progestérone en soi devient très importante en termes de supplémentation chez la femme. Donc, en priorité dans la phase lutéale, puis on peut étirer des fois la durée de traitement un petit peu plus longtemps quand les femmes se rapprochent de plus en plus de la ménopause essentiellement. Donc, généralement, c'est ce qu'on va voir chez les femmes qui sont en périménopause puis qui expérimentent des SPM de plus en plus forts avant d'avoir des manifestations de déclin d'estrogène, hein, vraiment plus près de la ménopause, là où les symptômes plus cognitifs vont embarquer, perte de mémoire, difficulté à se rappeler des noms, à nommer les choses, perte de concentration, la fatigue intense, un état dépressif qui se manifeste, des symptômes musculo-squelettiques qui sont de plus en plus importants, un gain de poids à l'échelle viscérale aussi, au niveau de l'abdomen, et aussi des manifestations au niveau des menstruations, là où il y a des cycles menstruels se, qui vont s'estomper, là, ou des cycles qui vont devenir très longs, là, 60 jours, 70 jours, et bon, éventuellement, il va y avoir une menstruation ou deux par année, puis là, pouf, la ménopause va se faire officiellement avec 1 an sans menstruation à ce moment-là. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faut attendre que les femmes tombent en aménorrhée, c'est-à-dire plus de menstruation du tout 1 an après, avant de débuter les hormones. Je pense que il faut comprendre la physiologie sous-jacente, entendre les symptômes dont elle souffre pour comprendre qu'est-ce qui pourrait exister comme débalancement, puis essayer de supporter avec les hormones appropriées. Évidemment, bioidentiques, parce que si on utilisait des hormones synthétiques dans ce contexte-ci, on n'aurait pas tout à fait le même effet, hein. Tantôt, je mentionnais que la progestérone, mais en fait, le progestatif synthétique, le Provera, par exemple, a un effet vraiment localisé au niveau de l'utérus. Donc, ça serait d'aucune utilité que de donner du Provera en périménopause, dans la phase lutéale, parce que ce qu'on
veut aller solliciter, nous, c'est vraiment des récepteurs qui sont extra-utérins au niveau du cerveau, des glandes mammaires et ailleurs, pour compenser un petit peu le manque à gagner qui existe dans cette phase-là, où l'estrogène est un petit peu plus prédominant que la progestérone. Très cool. Puis dans ton approche clinique chez ces patientes-là, tu sais, qui sont dans justement, là, qui ont ce range de symptômes-là, qui sont dans une période qui semble approcher, qui a un déclin en progestérone, comment tes approches cliniquement? Est-ce que tu fais des tests paracliniques? Est-ce que tu vas doser des niveaux d'hormones? Est-ce que tu vas traiter plus symptomatiquement? C'est quoi, en gros, ton approche de ces patientes-là? Ben, c'est une très bonne question encore une fois. Alors, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on traite des humains, pas des chiffres dans un rapport de laboratoire. Les chiffres ne servent qu'à corroborer des observations cliniques qu'on fait. Donc, c'est pour ça que mes rencontres, par exemple, durent 1 heure, voire plus par moment. Donc, on va faire une bonne collecte de données, décortiquer les comportements qui peuvent exacerber ces déséquilibres hormonaux-là, on pourra en reparler, mais aussi les symptômes qui émergent de ces déséquilibres-là. Le dosage hormonal a certainement sa valeur ajoutée dans un contexte parfait. Puis c'est pas tout le temps interprétable, hein. Donc, la valeur en fait, les prises de sang qu'on demande, la plupart du temps, visent à évaluer le profil hormonal, mais le but étant de le faire exactement à la moitié de la phase lutéale. Donc, ça donne rien de donner une prise de sang à une femme, fais un bilan hormonal, puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Les taux d'hormones varient beaucoup, beaucoup dans un cycle menstruel et surtout en périménopause, là où il y a des cycles anovulatoires, hein. Donc, il peut y avoir des yo-yo hormonaux Oui. qui font que on fait une photo d'une biochimie finalement qui ne représente pas nécessairement le reste du cycle. Donc, il faut vraiment utiliser un bon jugement quand on interprète des chiffres puis qu'on corrèle à la clinique essentiellement. Donc, moi, ça arrive très souvent que, ah ben regarde, le bilan a été fait, peut-être pas tout à fait au bon moment, c'était pas un cycle ovulatoire, donc j'en tiens pas compte, puis je vais traiter ma patiente devant moi à la place. Donc, essentiellement, le bilan qu'on fait au jour 21 du cycle, considérant qu'il y a un 28 jours de cycle régulier, implique que la femme soit en train d'ovuler pour générer un corps jaune et qui fabrique de la progestérone qui va s'avérer très élevée à la moitié du cycle, en fait, de la phase lutéale, Oui. essentiellement. Donc, le dosage va devenir bénéfique à ce moment-là quand on peut s'assurer que le taux de progestérone correspond quand même à ce qu'on devrait voir chez des femmes en âge de procréer pour avoir un soulagement approprié des symptômes, essentiellement. Quand on sait que le cycle est régulier, puis qu'on dose un taux de progestérone qui est vraiment en bas du seuil qu'on devrait s'attendre de voir exactement à la moitié de la phase lutéale, on peut prétendre qu'il y a une certaine forme d'insuffisance progestative, là, Oui. donc dans la phase lutéale et que ça donne encore plus d'arguments pour dire, ben ça vaut la peine d'essayer de la progestérone. Essentiellement, il y a une très, 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 très grande variabilité individuelle, hein, quand on regarde les études, puis on regarde les taux de progestérone ou les taux d'estrogène à différents moments dans le cycle. Oui, on sait que c'est plus bas au début, puis c'est plus haut vers la fin du cycle, puis ça rechute avant les règles. Mais disons, ce range-là, si je peux m'exprimer en anglais, Oui. est très, est très, très, très large. De sorte qu'il y a des opinions d'experts qui suggèrent qu'il y a un seuil qui est relativement commun dans lequel la majorité des femmes devraient se retrouver. Mais n'oublions pas que la population puis l'interprétation des données, c'est une courbe normale, hein. Donc, Ouais. c'est bien beau d'avoir 90% de la population. Il y a toujours des femmes qui vont être très bien avec des taux un peu plus bas, puis il y en a d'autres qui vont devoir avoir des taux beaucoup plus hauts pour être vraiment mieux. De là, l'importance de parler avec nos patients, puis de leur demander comment ils se sentent. Et ça arrive qu'on donne de la progestérone ou d'autres hormones, bien que les taux aient l'air d'être bien normaux dans les phases où on s'attend de les doser. En ce qui concerne l'estrogène, ben, considérant une femme qui a des menstruations régulières, ben, on peut prétendre que ces taux d'estrogène sont relativement adéquats, qui viennent faciliter la prolifération des cellules de l'endomètre et qu'il n'y a pas nécessairement de bénéfice de la traiter en fonction d'un chiffre clair qui est obtenu sur une valeur de laboratoire, considérant la grande la fluctuation importante de ces taux-là. Encore une fois, c'est clinique, hein, des femmes qui vont se Ouais. dire, hey, moi, à tel moment de mon cycle, là, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux, là, je me lève, je suis raide, je suis pas concentrée, j'étais un peu déprimée. Ben, ça pourrait être une candidate chez qui on peut essayer des petites doses d'estrogène, surtout si elle arrive, si elle est très tardive dans son processus de périménopause ou qu'elle est, c'est ça, près de la ménopause, Ouais. sans nécessairement se baser sur des taux. Mhm. En ce qui concerne
la testostérone, par exemple, ben, ça, c'est intéressant de la doser. Personnellement, je la dose, souvent, mais je traite vraiment davantage la clinique parce que des fois, il y a des taux qui sont relativement normaux qu'on voit sur la biochimie, mais il y a des symptômes manifestes d'insuffisance androgénique qui suggèrent qu'on traite un petit peu. Puis à la méno, là, les taux de testo ont baissé de 50% déjà par rapport à 20 ans, 25 ans, là. Donc, il y a des femmes qui gèrent ça très difficilement alors qu'elles ont eu l'habitude de vivre avec des taux relativement plus hauts que ce qu'on dose et elles vont bénéficier très certainement d'un soutien hormonal en regard des androgènes dans tous les cas. Fait que ça, c'est intéressant à doser, même des femmes chez qui on voit que c'est totalement indétectable. Alors, on se dit, ben écoute, peut-être cette personne-là va certainement avoir besoin d'avoir un petit soutien si jamais elle exprime des symptômes conséquents avec ça. Puis un autre élément que j'aime bien mesurer, peut-être qui est moins fait en hormonothérapie, c'est le dosage de la SHBG, qui est une protéine de transport qui est fabriquée par le foie et qui va se lier à la testostérone et à l'estrogène pour transporter ces hormones-là dans le sang. Euh, de façon générale, dans le corps humain, seulement la fraction libre des hormones, donc la testostérone libre et l'estradiol libre, va avoir un effet physiologique auprès des cellules. Donc, parfois, on s'aperçoit que des femmes qui ont certains comportements alimentaires ou qui ont pris la pilule, l'anovulant pendant très, très, très longtemps, vont avoir des taux de SHBG très élevés. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Ça va se lier avec des hormones comme la testostérone et l'estrogène, mais dans une moindre mesure. Donc, parlons de la testo, là, va se lier avec des taux de testo total qui vont Ouais. réduire de façon notable la quantité circulante de testostérone libre dans le sang et qui va contribuer à l'émergence de symptômes de manque de stimulation androgénique dans les circonstances. Donc ça, c'est souvent aussi une raison pour laquelle on pourrait essayer une supplémentation pour aider à corriger certains symptômes. Mais jamais, jamais selon un chiffre, toujours selon un humain et ce Ouais, qu'il ça, nous c'est dit, bien évidemment. important, ouais, Oui, effectivement. tout à fait. C'est même chose quand on regarde des rapports de radiologie ou n'importe quoi. Il y en a qui disent: Ah, mais regarde, là, mon IRM de la colonne a dit que j'ai le dos fini. Ouais, mais est-ce que t'as mal? Non, pas vraiment. Regarde, ça va. Exactement. Fait que c'est Tout à vraiment, fait. c'est que c'est vraiment de traiter les humains derrière tout ça. Ça, c'est super important. Puis tu Exact. as abordé un petit peu la testostérone, puis les symptômes qui pourraient être liés à un déficit androgénique là, chez les femmes, Oui, peu importe en périménopause ou après. Quel genre de symptômes ces femmes-là vont avoir ça qu'on parle souvent? On pense souvent à libido, mais oui, il y a d'autres choses aussi. absolument, Euh, absolument. fait que Oui. si on peut faire un peu le tour de ça, ça serait intéressant. Donc, officiellement, l'indication reconnue du soutien en testostérone, c'est vraiment comme le trouble du désir sexuel chez Ouais. la femme. OK? Donc, il faut, si on veut répondre, disons, aux obligations déontologiques de suivre un petit peu les guides de pratique, il faut réussir à mettre en évidence un peu de troubles de la libido Ouais. à travers tout ça. Puis bon, ça va se manifester aussi comme un manque de sensation au niveau des tissus gynécologiques, comme le clitoris qui va s'avérer beaucoup moins sensible, peut-être même rapetissé au niveau de la lubrification qui va être pas tout à fait optimale, difficulté à atteindre l'orgasme, avoir des orgasmes bien puissants comme à l'habitude. Puis il faut se rappeler aussi que le trouble du désir sexuel, peut-être 25% pourrait provenir d'étiologies hormonales qui Mhm. consomment la testostérone. Tu sais, 75% des autres femmes, ils ont des problématiques relationnelles, Ouais. ils ont vécu des abus dans le passé, ils sont stressés à la maison, ils ont trois enfants qui viennent cogner à leur porte le soir et la nuit. Euh, donc, souvent, je demande à mes patients, tu sais, si je vous envoyais au Club Med, là, pas d'enfants, pas de travail, pas de cellulaire, pas de to-do list, là, est-ce que ça reviendrait un petit peu? Puis la réponse, dans la majorité des cas, c'est ouais, ouais, c'est vrai que ça reviendrait Ouais. peut-être, puis je serais bien. Alors que dans le quotidien, ça ne l'est pas vraiment. Fait que ça, probablement, c'est important de faire la Ouais. différence. Pas tout le monde a besoin de testo pour ce bénéfice-là bien spécifique. Cependant, quand on creuse un petit peu plus loin, puis on s'aperçoit que les femmes qui ont un trouble du désir sexuel ont aussi une perte d'endurance musculaire, sont plus capables de générer le même effort qu'ils faisaient avant. Ils ont l'impression d'avoir envie de faire une sieste en plein milieu de leur entraînement, tellement ça devient brutal pour leur corps. Ils perdent de la force, de la fermeté, de la tonicité musculaire, qui expérimentent de la fatigue assez facilement après des efforts physiques, difficulté à se lever le matin ou faire la journée normalement sans avoir envie de faire une sieste des fois, là. Et souvent sur le volet psycho-émotionnel, tu sais, rappelons-nous que la testostérone joue sur le réseau dopaminergique. Donc, toutes les activités qui vont amener de la gratification, de la motivation, la drive, tout ça va être atténué. Donc, tu sais, les femmes vont avoir tendance à vouloir s'isoler, à rester à la maison, se prostrer,
avoir beaucoup moins d'intention de faire des projets ou de se mettre dans des situations où ils vont compétitionner ou générer un effort qui vont leur amener une gratification immédiate, essentiellement. Donc, tu sais, j'avoue que, comme prescriptrice, je vais un petit peu au-delà du trouble du désir sexuel parce que quand j'ai des femmes qui manifestent de façon très forte ces symptômes-là et souvent que je peux corréler avec soit une SHBG très, très élevée puis une Ouais. fraction libre très basse ou une diminution de la testo totale, qui est très, très basse, ben je vais leur recommander un soutien avec, de la testostérone. Ceci dit, ça joue aussi très positivement sur la qualité des tissus, le collagène, la, la, la santé finalement des téguments, là. Donc, tu sais, il y a Mhm. des avantages quand même intéressants. Les désavantages peuvent se manifester évidemment comme tout androgène en excès, hein. Évidemment, on fait attention aux doses, on les commence très petites, puis on progresse lentement en fonction de la réponse aux symptômes, mais il pourrait y avoir chez les femmes qui vont exagérer dans leur dose une émergence d'acné un petit peu plus facile au niveau de la peau, d'hirsutisme, Ouais. qui est un mot complexe qui veut dire l'émergence de poils plus noirs au niveau du visage ou particulièrement au site d'application pour la testostérone. Donc, ça ne veut pas dire que les femmes vont se ramasser avec une barbe, bien au contraire. Dans le fond, si c'est une petite crème qu'on applique soit au niveau de la vulve ou ailleurs sur la peau, ben, ça peut être dans ces environs-là qu'il y a un petit peu plus d'émergence de pilosité. Mais souvent, quand on respecte des doses qui sont relativement physiologiques, là, c'est très, très bien toléré chez les femmes. Et il faut dire que les manifestations d'effets secondaires arrivent davantage chez les gens qui ont des habitudes de vie ou des comportements qui vont les laisser susceptibles à être dans le spectre de la résistance à l'insuline ou le Ouais. prédiabète. Alors, donc, l'insuline étant une hormone qui va faire beaucoup de dommages par rapport à l'équilibre hormonal qu'on veut souhaiter chez les femmes et qui va des fois diminuer un peu la tolérance de certaines hormones qu'on va donner. C'est ça. Puis dans ton approche, ben, tu t'as parlé un petit peu justement là, de la symptomatologie, de traiter vraiment l'individu, faire l'essai thérapeutique. Puis, tu sais, bon, là, ça, c'est le management vraiment plus pharmacologique. Puis, au niveau, y a-t-il des interventions un peu clés ou des choses que tu dis, ah, ça, c'est vraiment payant de questionner, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau comportemental ou autre, là, qui peut améliorer ce profil-là hormonal chez les femmes sans nécessairement initialement commencer avec quelque chose de pharmacologique, par exemple. Parce qu'il y a des choses que tu fais qui fonctionnent bien où tu dis ça marche souvent, là, tu sais. Absolument. Donc, principalement au niveau de la périménopause, on va commencer par cette population-là. Ce que je remarque, c'est que les femmes qui ont le plus de difficultés à gravir leur périménopause, on va le dire comme ça, comme étape de la vie, sont celles qui ont des comportements qui sont non optimaux. Puis, je vais m'attarder davantage à celles qui n'ont pas de bonnes habitudes de vie, mais ça peut aussi concerner les femmes qui sont excessives dans leurs entraînements, hein. Donc, Hmm. c'est pas parce qu'on s'entraîne régulièrement et qu'on est en très bonne santé, des fois, le fait d'être en surentraînement ou de faire trop de volume, ça crée un stress sur le Ouais. sur le volet, hormonal, beaucoup. Donc ça peut, changer les niveaux de cortisol, ça peut changer la réponse aux hormones thyroïdiennes, ça peut aussi faire diminuer de façon notable les taux de progestérone, puis à certains moments, chez certaines femmes qui sont pas en surpoids, mais dans un spectre de la maigreur, en fait. On peut Ouais. même voir un déclin hormonal de l'estrogène et de la progestérone, donc une aménorrhée fonctionnelle. Donc, ça, il faut faire attention à ça. L'autre spectre des gens trop en forme, je te dirais. Ouais. Mais attardons-nous aux gens qui pourraient moduler favorablement leurs habitudes de vie. Donc, ce que je remarque, c'est principalement les femmes qui ont des comportements qui les laissent devenir à risque de développer de la résistance à l'insuline, qui va évoluer éventuellement vers du prédiabète ou du diabète. Donc, juste pour faire un petit aparté, la résistance à Ouais. l'insuline, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on ingère des glucides, donc on peut parler de dessert, hein, tout le monde connaît le sucre qu'on peut prendre dans les aliments sucrés, mais ça concerne aussi les glucides qu'on peut retrouver dans des aliments comme plus naturels, donc de l'amidon qu'on peut retrouver dans le riz, dans les pommes de terre, ou les farines qui vont être transformées pour créer du pain, des pâtes, des bagels, des muffins, etc. Donc, toute cette charge de glucides-là, quand elle est ingérée, ben, elle augmente très tranquillement la glycémie. Et le pancréas saisit ça, puis se dit: «Ah ben coudonc, il y a du sucre qui vient de rentrer. Moi, ma job, c'est de fabriquer de l'insuline pour faire rentrer ce sucre-là dans les cellules, pour que ces cellules-là puissent faire de l'énergie ou bien stocker sous forme de gras si elles n'ont pas besoin de faire de l'énergie». Donc,
quand ce phénomène-là est trop fréquent, ce qui est très, très fréquent hein, en 2024 dans la Ouais. société nord-américaine, hein, on estime que peut-être 80, presque 94% des gens n'ont pas une bonne santé métabolique. Ça veut dire qu'ils sont sur le spectre de la résistance à Mhm. l'insuline. Il y a vraiment un impact important. Donc, l'augmentation continuelle de la glycémie de, de par l'abondance alimentaire, hein, donc soit une Ouais. charge de glucides trop importante, ça peut même concerner les protéines, hein. Les protéines font aussi monter un petit peu l'insuline, moins que les glucides, mais les gens qui se bourrent de protéines puis de chèques de protéines vont avoir le même genre de réponse endocrinienne que ceux qui vont manger des glucides en excès à une mesure un petit peu moindre, mais quand même. Donc, soit une abondance de charge de glucides ou une abondance de timing de nutrition. Donc, les gens qui vont grignoter Ouais. beaucoup tout le temps jusqu'aux petites heures du matin avant de se coucher, ils vont continuellement mettre leur organisme dans un état de réponse glycémique positive qui va nécessiter une sécrétion d'insuline constante. Puis à un moment donné, les cellules de notre corps là, commencent à être écœurées de se faire solliciter par l'insuline comme ça. Ça devient éreintants. Ils ne sont pas faits pour ça dans notre ADN. On a besoin d'avoir des moments où on n'est pas stimulé par l'insuline, où est-ce que nos cellules peuvent faire le ménage, peuvent se renouveler, se régénérer, puis peuvent éliminer l'excès de trucs qui ont accumulé par le biais de l'insuline pendant toute la journée. Alors, c'est important d'avoir ces moments-là. Puis quand on a des comportements qui font tout le contraire, ben, ça génère ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Donc, les cellules vont bloquer leurs récepteurs à leur surface, de sorte que l'insuline, quand elle va arriver pour essayer d'ouvrir la petite porte pour faire entrer le glucose, ça ne fonctionnera pas. Donc, qu'est-ce que l'insuline va faire? En fait, le pancréas va doublement, triplement, quadruplement sécréter la quantité d'insuline nécessaire pour forcer la petite porte contre le gré de la cellule pour faire Ouais. entrer le glucose. Ça va marcher jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que finalement, les récepteurs, on n'est plus capable ou que le pancréas s'épuise tranquillement et là, la glycémie va commencer à monter, monter, monter et on va être capable de faire un diagnostic de diabète ou de prédiabète à ce moment-là. Fait que tu comprendras que le spectre de la maladie, hein, ça s'étend sur 20, 15, 20 ans, là, Ouais. bien avant l'émergence d'un diabète ou d'un prédiabète. Alors, cette insuline-là, en étant en excès, a des effets dévastateurs dans le corps, hein. Il y a même des auteurs de Montréal qui ont publié récemment sur l'effet de l'hyperinsulinémie sur l'émergence de la maladie coronarienne, donc Ouais. augmentation de l'athérosclérose et de sa progression. On sait que d'être en hyperinsulinémie puis d'être sur le spectre du prédiabète, ça augmente de 11 fois notre risque d'avoir de l'Alzheimer. Ça augmente le risque de démence vasculaire, ça fait gagner du poids, ça fait monter la pression artérielle, ça fait devenir dépressif et anxieux. Et ça baisse la SHBG dans le sang et ça augmente la fraction circulante de testostérone. Donc, les gens vont avoir de l'acné, de la pilosité noire plus facilement, ce qu'on voit d'ailleurs dans les cas de syndrome des ovaires polykystiques, hein, qui sont Ouais. fortement résistantes à l'insuline. Et en ayant une SHBG très basse, on va aussi augmenter la fraction libre d'estrogène. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a trop d'estrogène par rapport à une quantité relativement normale de progestérone? On va créer la dominance estrogénique, donc même symptôme que je vous parlais au début. Donc, les femmes qui ont des symptômes de SPM Ouais. dans leur périménopause, ben, ça va se décupler encore plus pour ces femmes-là qui sont en résistance à l'insuline. Et n'oublions pas que l'insuline est un profond modulateur en fait, un inducteur de l'aromatase hein, dans Ouais. les cellules de gras. Plus elles sont présentes, les cellules de gras dans l'abdomen, entre autres, plus l'estrogène va être produite aussi dans ces cellules-là, donc l'aromatase qui est une enzyme qui permet la production d'estrogène dans les tissus graisseux. Alors, ça contribue au débalancement hormonal de façon notable et j'ai même vu des gens qui ont décidé de changer leur comportement étant, je dirais, les comportements étant les plus significatifs, pouvant avoir un impact réducteur de la résistance à l'insuline, sont une alimentation qui est plutôt faible en glucides. Donc, ça ne veut pas dire céto. On n'a pas besoin d'aller Non, dans non. le spectre du céto pour être capable de renverser une résistance à l'insuline, hein, donc de faire des choix alimentaires qui favorisent des aliments complets, Exact. non transformés,
plein de fibres, des protéines de bonne qualité, des bons gras, non oxydables ou très peu oxydables. Et on vient tout d'un coup de réussir à changer la réponse hormonale de ce qu'on mange à l'échelle de notre corps. Puis, donc, ça aide énormément le volet hormonal dans cette situation-là. Évidemment, le fait de faire du sport, de la musculation, donc on mange, on va bouger juste après, nos muscles qui contractent ont la capacité d'aller chercher du glucose en circulation sans avoir besoin de cette insuline-là. Donc, la glycémie, au lieu de monter en grosse flèche comme ça, elle reste plutôt stable ou elle s'abaisse un petit peu, ce qui fait qu'on a moins besoin de sécréter d'insuline. Et à la longue, il y a une sensibilisation à l'insuline qui se crée plus facilement. Il ne faut jamais oublier aussi que le manque de sommeil et le stress sont des perturbateurs importants. Le sommeil, là, je le considère comme un signe vital, à Ouais. proprement parler, aussi important que notre cœur qui bat quand on respire. C'est pas pour rien que le manque de sommeil était utilisé comme un élément de torture, hein, dans le passé, Ouais. dans les civilisations ancestrales. Alors, dormir 7-8 heures de façon non interrompue, en dépistant et en traitant l'apnée du sommeil, en favorisant un environnement qui est optimal, obscur, sans bruit, assez frais, sans perturbateurs de sommeil pour favoriser cette régénération-là, puis éviter de se lever le matin dans un état où le cortisol est super augmenté et que l'insuline devient super augmentée et la glycémie, et cetera. Donc ça, c'est très perturbateur pour la résistance à l'insuline. Tout comme le stress, hein, donc le mode de vie en 2024, en étant parent. J'imagine que plusieurs peuvent se, se, se représenter dans ce mode de vie-là avec les enfants, la to-do list, les tâches à faire. On est constamment dans un état où on est hyper vigilant, on se sent facilement, je vais le dire en anglais, overwhelmed dans la situation, dans notre quotidien quand on a des enfants en bas âge, par exemple, ou on a trop de tâches à faire dans notre travail. On est pris dans le trafic, on a des stresseurs provenant relationnels, par exemple. Donc, ça peut contribuer au fait que notre organisme reste dans un état où on est constamment en train de combattre un offenseur extérieur, environnemental. Et ça génère du stress et c'est perturbant pour l'insuline et sa sensibilité aussi. Donc, ce sont des éléments sur lesquels j'axe énormément dans la clientèle qui consultent pour un état en fait, une périménopause qui est mal gérée, là, tu sais, qui Ouais, est très symptomatique. Bien sûr, l'hormonothérapie peut venir compléter, là, c'est sûr. mais s'il n'y a aucun changement en termes d'habitude de vie, c'est sûr qu'il y a des problématiques qui vont persister. Les hormones, c'est pas magique, ça va pas tout régler. Au contraire, ça va régler peut-être un 25-30 des symptômes, alors que les comportements sont encore là. C'est un 70 là. Donc, je pense que ça vaut la peine d'y mettre beaucoup d'énergie pour réussir à avoir une santé endocrinienne optimale dans les circonstances. Ouais, fait que c'est là qu'on voit que tu sais, la physiologie en arrière de ça est quand même assez complexe, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer justement les Mhm. profils hormonaux, les symptômes, puis ça revient souvent aux mêmes choses, là, tu sais, quand on parle de modification des habitudes de vie, gestion du sommeil, du stress, l'activité physique, la nutrition, tu sais, ça reste quand même les bases, là, vraiment, euh, Mhm. pour optimiser la santé de quelqu'un, tu sais. Absolument. Euh, Puis malheureusement, il n'y a pas de pile miracle pour ça. Tu sais, moi, ce que je dis souvent Mhm. à mes patients, c'est tu sais, l'exercice physique, exemple, là, tu sais, quand c'est bien prescrit, là, dans le sens que c'est pas juste un peu tu sais, cours le plus vite que tu peux à tous les jours, là, tu sais, ça marchera pas, là, ça. Là, tu sais. Effectivement. Puis ça a des bienfaits qui sont difficiles, tu sais, en fait, des bienfaits mesurés sur la mortalité et la morbidité, tu sais, qui dépassent Mhm. n'importe quel médicament. Mhm. N'importe Tout quel. à Tu sais. fait. Puis ça, Tout à fait. c'est démontré. Mhm. Fait qu'il y a pas de shortcut. Là. Tu sais. Mhm. Faut faire le travail qui vient autour de ça, puis de l'inclure dans les Mhm. habitudes. C'est souvent ce qui est tough, c'est d'introduire ces changements-là. Tu sais, je pense que les gens sont au courant, sont comme, ouais, tu sais, je sais, faudrait que je fasse ça, mais c'est d'implémenter ces changements-là dans la vie des fois qui sont. Tu sais, Mhm. que c'est difficile là, tu sais, de casser une routine, là, puis de dire, OK, là, il faut commencer à faire quelque chose, il faut commencer à changer ça. C'est le nerf de la guerre souvent. Là, tu sais. Puis c'est comme un cycle aussi qui s'entretient. Tu sais. Mhm. Moins tu as une bonne santé globale, plus c'est difficile de Mhm. trouver cette motivation-là. Puis Absolument. à un Mhm. moment donné, il faut juste commencer. Puis après ça, Exact. ça s'entretient beaucoup plus facilement. Là. Mhm.
Ouais, absolument. Puis c'est un peu contre-intuitif quand on regarde ça parce que notre formation comme médecin, hein, est très basée sur, le volet prescriptif ou le volet Ouais. diagnostic. Tant on trouve une étiquette, ah, une fois qu'on l'a, on sait quel traitement Mm. faire. Puis comme tu l'as si bien dit, la puissance, en lien avec le changement des habitudes de vie va bien au-delà de ce qu'on peut obtenir avec l'effet de n'importe quel médicament, mais on ne nous apprend pas, ou très peu du moins, comment réellement mettre en pratique ces changements-là auprès de nos patients, comment faire du coaching sur le plan relationnel, psycho-émotionnel, comment mobiliser quelqu'un, comment, tu sais, je sais pas dans ta formation, toi, là, mais moi, le nombre d'heures qu'on nous a offert en nutrition, là, je peux les compter sur les doigts d'une main, peut-être trois doigts, tu sais. Gros max. Alors, tu sais, alors c'est complètement nul, c'est complètement nul, alors que l'alimentation en tant que telle et les autres volets des habitudes de vie, est crucial dans une perspective d'optimisation de la santé et même de renversement de certaines maladies. Donc, on est meilleur à prescrire des pilules qui ont des bénéfices là, relatifs de tant de pourcents sur Ouais. le outcome d'une maladie que d'engager quelqu'un dans des comportements. Donc, des fois, je trouve ça dommage que notre système de santé soit basé là-dessus. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ouais, Aujourd'hui, on veut exact. changer les choses. C'est ça. Heureusement. Exactement. OK. Puis si on continue dans notre parcours de patiente qui, bon, a les symptômes de périménopause, on a parlé un petit peu de tout ça, des profils hormonaux, le déficit en progestérone, les symptômes d'hypoandrogénisme. Puis ensuite de ça, ben là, on continue, puis là, oups, on est vraiment là, dans une insuffisance ovarienne complète, puis là, on Oui, tombe en ménopause, les gens oui. l'ont aménorrhée. Euh, Explique un petit peu la place maintenant de l'hormonothérapie dans ce contexte-là. Euh, Puis surtout, comme c'est quoi les bienfaits, puis les inconvénients potentiels, les risques, les bénéfices, comment on évalue ça quand on a une patiente là, qui arrive à ce chapitre-là de leur vie. Absolument. Et là, je vais faire un petit parallèle avec, les lignes directrices en vigueur, hein, Ouais, qui reposent sur la littérature ancienne, qui est principalement nourrie par des études comme le WHI, Women's Health Initiative, qui a été faite, au début des années 2000, qui regroupait, beaucoup de femmes qu'on a étudiées pendant quand même quelques années, chez qui on a donné une hormonothérapie, soit estrogénique ou combinée avec un progestatif. Puis je mentionne bien qu'on leur a donné une forme synthétique d'hormones issues des juments gravides, hein, donc le ouais, Premarin. Et on leur a donné aussi un progestatif synthétique, le Provera, pour celles qui avaient encore un utérus, hein, qui est la seule raison pour laquelle on donnerait du Provera à quelqu'un. ouais, Donc, on a observé ces femmes-là, puis on a essayé de voir est-ce que c'était bénéfique, puis ou pas. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, il y a plein de problèmes qui ont émergé de ça. Entre autres, on a pu voir que l'ajout du progestatif en soi, le Provera, puis d'ailleurs, ce sont des données qu'on peut attribuer à l'ensemble des progestatifs synthétiques chez la femme, même dans les anovulants, est associé à un risque accru du cancer du sein. Donc, ce n'est pas un risque qu'on voit avec la progestérone naturelle, hein, c'est vraiment juste un risque qu'on voit émerger avec les progestatifs synthétiques. Même chose pour les femmes qui étaient âgées de 60 ans et plus au début de l'initiation de l'hormonothérapie, incluant des estrogènes conjugués et qui, évidemment, avaient un risque accru de développer une maladie cardiovasculaire dans la première année d'utilisation des hormones, ouais, alors que ce risque-là tendait à diminuer dans les années subséquentes et avait un effet protecteur. Et à noter que les femmes qui étaient âgées de moins de 60 ans, eux, en ont bénéficié et avaient une réduction du risque cardiovasculaire avant. ouais. Donc, il faut quand même prendre ça avec une petite pincette, hein, c'est pas une petite année, de début d'estrogène synthétique là, ou conjugué équin qui va générer un risque. C'est pas on peut pas attribuer, on peut pas généraliser cette conclusion-là à l'ensemble des hormones qui sont prescrites dans un contexte complètement différent, avec une conformation moléculaire complètement différente et à des âges complètement différents. Donc, les recommandations actuelles sont basées un petit peu sur ce genre de données-là, comme quoi l'hormonothérapie ne devrait pas être utilisée pendant plus qu'une dizaine d'années. Tu sais, plus qu'une dizaine d'années après la ménopause, là, on ne devrait pas considérer l'hormonothérapie, considérant le fait qu'on pourrait augmenter le risque cardiovasculaire d'un individu chez qui on pourrait prescrire cette hormonothérapie-là.
concernant les hormones synthétiques, évidemment. Ouais. On ne devrait pas utiliser l'hormonothérapie après un événement cardiovasculaire ou en présence d'événements thromboemboliques, donc des thromboses veineuses profondes, des emboles pulmonaires. On ne devrait pas utiliser l'hormonothérapie comme première intention dans le traitement de l'ostéoporose euh, en raison de, de toutes ces raisons-là. Donc, vous voyez les données sur lesquelles on se base pour émettre ces recommandations-là. Quand on met nos lunettes plus fonctionnelles, puis qu'on observe la physiologie de la femme et la physiologie hormonale de l'utilisation des hormones bioidentiques, on en arrive à des conclusions qui sont quasi opposées. En fait, il n'y a pas d'études vraiment randomisées contrôlées claires là, qui étudient vraiment l'estradiol 17-bêta et la progestérone dans le même contexte que le WHA, mais il y a des études observationnelles de très longue durée, là, de 15 ans, 20 ans, sur des cohortes qui s'échelonnent jusqu'à des millions de patientes Ouais. pour qui on voit que l'hormonothérapie, qu'elle dure 5 ans ou 20 ans, 25 ans, qu'elle soit débutée avant 60-65 ans ou après, il n'y a pas de danger du tout, en fait, ni sur le plan cardiovasculaire, ni sur le plan thromboembolique, puis il y a même des effets préventifs à l'égard du risque cardiovasculaire. On sait que la maladie cardiovasculaire est une des causes les plus euh, importantes de décès chez la Ouais. femme, hein, et puis ça se manifeste des fois de façon un peu atypique. Puis l'estrogénothérapie a un caractère préventif à l'égard de ça, donc il ne faut pas l'oublier. Même chose pour l'ostéoporose, etc. Donc, moi, j'ai vraiment une expérience différente avec l'hormonothérapie bioidentique dans ce Ouais. contexte-là. Et oui, ça m'arrive de prolonger les durées de traitement chez des femmes qui sont vraiment plus tardivement après leur ménopause ou qui veulent le commencer un petit peu plus tard. C'est sûr que s'il y a des dommages qui ont été causés, par exemple, une patiente a déjà un début de démence ou est ostéoporotique ou a déjà bon, des enjeux qui ont été créés au fil du temps par le vieillissement prématuré, on ne va pas lui redonner un corps d'il y a 20 ans, là. On va peut-être stabiliser, on va diminuer la vitesse de déclin, on va peut-être avoir une mini-amélioration de la densité osseuse à peine, mais on ne va pas Ouais. renormaliser son corps. Donc, l'important, c'est de commencer le plus tôt possible quand une patiente en fait la demande et qu'il y a des symptômes qui pourraient s'avérer positivement traités par l'hormonothérapie de substitution. Ouais. Donc, évidemment, en étant une prescriptrice d'hormonothérapie bioidentique, j'utilise davantage ces hormones-là, donc l'estradiol 17-bêta, soit sous Ouais. forme de gel ou oralement. Puis, quand je dis aux gens, hey, je prescris moi du estradiol 17-bêta oral, les gens me disent, ben voyons, le oral, c'est pas bon. Donc, souvent, les gens mélangent hein, le oral prémarin, Ouais. estrogène conjugué équin, et le oral estradiol 17-bêta. Pas la même Et ce qu'on chose, là. voit Ouais. donc, il n'y a pas le même effet, hein. Oui, les deux passent par les voies digestives, les deux sont absorbés dans la circulation, les deux passent par le foie initialement pour être métabolisés, alors que dans la voie transdermique, ça va dans le corps avant de passer par le foie. Donc, il y a Ouais. une petite différence dans la biodisponibilité puis dans le métabolisme, mais les deux finissent par passer par le foie quand même. Mais la façon dont le foie va gérer la présence de ces molécules-là, qui sont soit bioidentiques ou non bioidentiques, ça va générer une réponse différente sur le plan inflammatoire et sur le plan de la coagulopathie. Donc, les hormones synthétiques vont drôlement mettre le corps dans un état peut-être plus inflammé et propice à la coagulation, alors que dans le volet des hormones bioidentiques, c'est pas ce qu'on va voir du tout, en fait. Puis les études rétrospectives nous le disent bien, il n'y a pas d'augmentation du risque thromboembolique Mm. chez des femmes qui n'ont jamais fait d'embolie pulmonaire pour des Ouais. causes bien spécifiques, là, avec l'hormonothérapie orale. Et je dois mentionner aussi que ça nous arrive aussi beaucoup de prescrire des hormones transdermiques aux femmes Ouais. qui ont déjà eu des événements thromboemboliques et aussi de la maladie cardiovasculaire, de par le caractère très sécuritaire de cette approche-là transdermique aussi. À noter aussi que les deux types d'hormones estrogéniques, que ce soit orales et transdermiques, bioidentiques toujours, ont le même potentiel dans la réduction du risque de symptômes de la ménopause, dans le traitement de l'ostéoporose, mais la forme orale, de par son métabolisme, va avoir un degré de prévention qui est supérieur à ce qu'on va trouver dans le transdermique en termes de réduction de risque de la maladie cardiovasculaire. Donc, il va avoir un potentiel de, de réversibilité ou presque et de ralentissement de progression de la plaque, sans avoir de risque accru
de faire un infarctus, évidemment. Ce qu'on ne voit pas tant que ça avec la forme transdermique. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez de recul, pas assez de grosses études? Ça se peut qu'on trouve les mêmes conclusions dans 10 ans, mais en ce moment, certaines études qui ont été faites, qui ont regardé l'hormonothérapie en général et ont stratifié les patients qui prennent du oral, il s'avère avoir un impact plus bénéfique dans la réduction du risque cardiovasculaire avec la forme orale 17-bêta, essentiellement. De sorte que ça peut être intéressant de l'utiliser dans cette perspective-là. On voit aussi une meilleure réduction des triglycérides, augmentation des HDL, diminution des LDL, diminution de la LP petit a, hein, qui est une forme de LDL très, très, très athérogène, Mhm. qui est un facteur de risque de la maladie cardiovasculaire, qui est souvent génétiquement prédéterminé, mais Ouais. l'estrogénothérapie orale a tendance à aider à réduire ce taux-là de façon assez notable, là. Donc ça peut être très intéressant à considérer chez des gens qui se positionnent dans le spectre de la dyslipidémie, la résistance à l'insuline, l'hypertension, donc pour essayer de prévenir un petit peu l'émergence de maladies cardiovasculaires, sachant que c'est très prévalent chez la femme, hein, au moment de la ménopause aussi, Ouais. et surtout. Donc, c'est la différence entre les 2. Et évidemment, la progestérone, ben, c'est assez, Ouais. straightforward, comme on Ouais. dirait, là. Donc, c'est une, disons, la forme commerciale qui est le Prométrium, qui est couvert par la RAMQ maintenant, peut être donné régulièrement à toutes les femmes en continu, évidemment, quand on est ménopausée, en combinaison avec l'estrogénothérapie. Et on peut monter à des doses, qui sont qui sont quand même assez élevées, c'est-à-dire qu'on se base aussi sur le degré d'absorption, hein. C'est ça qui est une différence en hormonothérapie bioidentique, ça se dose bien dans le sang. Une fois qu'on est ménopausé, on n'a plus besoin d'attendre un cycle ovulatoire pour avoir des taux fiables. On mesure ce qui se passe en circulation et ça traduit le potentiel d'absorption des hormones qui sont administrées, que ce soit oral, transdermique, sur le volet estrogénique ou progestatif. Alors, on peut ajuster les doses d'hormones en fonction de ce qu'on voit. Donc, 12 heures après la prise, souvent, il y a un petit pic d'absorption. Puis c'est là où on veut mesurer, est-ce qu'on arrive à des seuils qui démontrent qu'il peut y avoir un effet bénéfique potentiel dans la prévention qu'on souhaite ou dans le processus de réversibilité ou le traitement des symptômes. Puis on s'aperçoit quand même de façon très intéressante que la recette one size fits all, hein, 1 à 2 pushs d'estrogel et 1 à 2 comprimés de progestérone, ben, ça marche pour certains, mais plus ou moins pour une majorité d'autres qui s'avèrent être très, très, très sensibles à une très petite dose qui est très bien absorbée et vice-versa, hein. Des fois, ça prend 400-500 mg de prométrium pour réussir à avoir des taux, disons, détectables et avoir un bénéfice clinique de la prescription d'hormones en soi. Donc, c'est très intéressant de pouvoir corroborer. Puis on s'aperçoit des fois qu'il y a des troubles digestifs qui contribuent à ça, puis ça peut Ouais. être adressé aussi de cette façon-là. C'est intéressant. Fait que y a-tu des cas où tu vas pas nécessairement doser après avoir introduit le traitement ou tu sais, dans la majorité de tes patientes, tu vas doser après l'initiation juste pour voir un petit peu justement l'absorption, puis après ça, peut-être dire, ben, regarde, on pourrait même diminuer la dose, Tout à d'essayer fait. de trouver la dose minimale efficace dans le fond? Exactement. Évidemment, je corrobore toujours avec la Oui, clinique oui, en premier lieu, parce que j'ai des femmes chez qui, ah, mes taux sont peut-être légèrement inférieurs à ce qu'on voudrait viser, là, mais ils sont tellement bien, puis c'est ils ça. me disent: «Hey, ma vie est changée, merci, moi je toucherai à rien», mais on garde ces doses-là, sachant que c'est quand même un peu absorbé, là, tu sais, Oui, donc on va pas être à cheval sur la limite, oui, oui. mais on veut quand même viser un seuil qui est relativement, tu sais, optimal pour s'assurer qu'on est dans un processus thérapeutique. Puis c'est clair que chez certaines, on doit monter les doses au-delà d'un seuil qui est prescrit de façon standard pour Hmm. plusieurs même. Des fois, on va même combiner des approches orales et transdermiques pour réussir à avoir une absorption qui est optimale. Donc oui, pour répondre à ta question, je le dose chez toutes les personnes chez qui je prescris de l'hormonothérapie combinée en ménopause pour voir où en est mon traitement. Puis ça me permet de mieux ajuster sans nécessairement être à cheval sur le chiffre, là, on s'entend, mais Oui, en corroborant avec la clinique, évidemment. OK. Très intéressant. Mmh. Vraiment, vraiment cool. Puis les effets, tu sais, on les a abordés un petit peu, là. Bon, on a parlé de la protection cardiovasculaire, on a parlé du maintien de la densité osseuse. Puis on peut peut-être juste les nommer un petit peu plus spécifiquement aussi, tous les impacts que ces hormones-là peuvent avoir au niveau de d'autres choses, cognitifs, etc., là, Ouais. qui sont notés. Euh,
En fait, ce que tu as nommé, tu sais, bon, de façon assez commune, les femmes ménopausées vont se plaindre de bouffées de chaleur ou Ouais, de sudation nocturne. Donc, c'est clair que ça va aider énormément ces symptômes-là. Ça va promouvoir un sommeil de qualité, hein, tant sur le plan de la réduction des bouffées de chaleur que l'émergence d'un sommeil profond qui est induit par la progestérone, qui est un des effets extra-utérins ouais, de, des progestatifs. Bioidentique, évidemment. Donc, la réduction du risque de démence, hein, plus tôt c'est commencé et plus longtemps c'est poursuivi, on voit des réductions importantes du risque de maladie d'Alzheimer, de démence vasculaire, aussi sur l'impact dans la progression de la maladie vasculaire périphérique, surtout si on utilise une forme qui va être un peu plus puissante dans la réversibilité ou la prévention à l'échelle vasculaire. On va voir un ralentissement du déclin de la densité osseuse, voire même une amélioration. J'en vois souvent, des femmes sont en ostéopénie puis reviennent ouais. pouf, dans la valeur de la normale et vice-versa. Même, en fait, ostéoporose, même qui redeviennent en ostéopénie puis qui s'avèrent avoir des risques de fracture beaucoup moindres. On voit un niveau d'énergie accru, risque moindre de dépression, risque moindre de cancer du côlon, entre autres. Le cancer du sein, risque Ouais. moindre du cancer du sein, hein, avec une thérapie hormonale bien ajustée, bioidentique, même poursuivie longtemps. Il y a un effet très protecteur. Écoute, j'en manque plein Il parce y que en je a, peux pas c'est en dire. multisystémique, ouais. Genre, tu sais, la qualité de la peau, ça a une différence. Donc, voilà, Ouais. pour ne nommer que ceux-là. Ben, exact. Il y en a vraiment beaucoup, mais je pense que Ouais, c'est bon ouais, juste de nommer un petit peu les impacts parce que ouais, souvent, tu sais, on pense, le monde qui vont avoir ça initialement vont dire ah, c'est pour mes symptômes de bouffée de chaleur, mais ça dépasse largement, là, vraiment, vraiment. largement juste le bienfait Tout à symptomatique là, qui est fait. quand même majeur là, Ouais, chez les femmes. C'est comme ça détruit littéralement leur qualité de vie. Là. ouais, exactement. Ouais. Puis, est-ce que tu as une préférence au niveau du mode d'administration? Tu as fait te parler un petit peu de oral versus transdermique versus gel. Y a-tu des choses qui vont moduler ton approche? Tu sais, on a parlé, oui, il y avait le risque cardiovasculaire et tout, mais y a-tu d'autres choses qui vont rentrer en compte dans ton choix décisionnel avec la patiente de quelle forme tu vas prescrire? Les préférences des patientes, hein. Il y en a qui ont lu beaucoup et qui veulent absolument avoir une approche transdermique sous forme de gel ou de teinte, puis je le respecte à 100%, hein. L'effet placebo comme l'effet nocebo est bien réel. Mhm. Alors, quand on est convaincu que l'approche qu'on a adoptée est favorable pour nous, ça va toujours mieux dans tous les cas. Donc, ça, je respecte ça en premier lieu. Généralement, c'est sûr que moi, je suis très proactive dans la réduction du risque cardiovasculaire, tant sur les comportements que le choix des molécules en prévention. Donc, j'ai tendance à aller davantage vers l'oral pour ces raisons-là connaissant l'innocuité, là, surtout chez des patientes jeunes que je vois régulièrement. Mais en transition périméno-méno, j'ai tendance à utiliser une forme transdermique parce que c'est plus facile à doser. Si jamais il reste un cycle menstruel, une fois de temps en temps, ben, on peut prendre une petite pause, diminuer de moitié la dose, recommencer à progresser, ce qui est plus facile à faire avec une forme transdermique que orale, évidemment, où est-ce que la dose est bien fixe. Ouais. Donc, puis c'est sûr que, tu sais, une forme orale, c'est facile à prendre le soir avant de se coucher, alors que le gel, il y a certaines patientes qui vont dire, ben écoute, moi, j'aime pas ça me beurrer, là, tu sais, je me sens collante, puis ça me prend du temps à sécher. Puis, alors, il y a ça aussi qui est à considérer selon les préférences de chacun. Puis des fois, même si j'ai envie d'aller dans l'oral ou dans le transdermique, je me rends compte qu'à l'absorption, c'est complètement nul Mhm. chez ces patientes-là, puis je dois migrer de voie d'administration pour avoir un bénéfice clinique dans une approche que dans une autre. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'aime le dosage pour ces raisons-là, pour m'assurer que je suis en train de faire un traitement qui fonctionne chez ma patiente, hein. Sinon, on Ouais. pourrait traiter quelqu'un qui absorbe rien pantoute pendant 10 ans puis passer à côté de tous les bénéfices cliniques. Très intéressant. Puis, qu'est-ce qui s'en vient en matière d'hormonothérapie substitutive? Est-ce que tu es au courant d'innovation, de nouvelles choses, de nouvelles tendances ou quelque chose qui s'en vient dans les prochains mois, années là, que tu as lu ou que tu es au courant? Écoute, il y a la technologie des implants qui semble être très prometteur. En fait, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns, quelques cliniques à Montréal là, qui en offrent. Je ne suis pas au courant nécessairement de l'offre de service, mais c'est bien fait aux États-Unis depuis un certain moment déjà. Donc, ce sont des implants qui vont libérer à libération plus prolongée pendant un 2-3 mois de temps l'hormone qu'on veut donner chez l'individu qu'on veut traiter. Donc, c'est sûr que moi, je suis peut-être un petit peu moins à l'aise avec cette option-là parce que ça nous enlève la possibilité de bien Je comprends. changer ou de bien
varier les doses en fonction de ce que, tu sais, la vie, c'est dynamique, hein. Des fois, Ouais, on est plus stressé, on métabolise différemment, on mange différemment, nos hormones endogènes vont affecter la biodisponibilité de ce qui nous est administré, puis il faut ajuster en conséquence. Donc, ces implants-là, me semble, des fois, ça peut être intéressant pour certains qui ont des problématiques d'observance et qui oublient ou qui sont vraiment pas confortables avec la prise orale ou transdermique quotidienne. ouais, Par contre, tu sais, il y a ce même genre d'implant-là pour le volet de testostérone chez la femme. Ça, je trouve ça un petit peu plus risqué parce que on ne sait pas comment les femmes vont réagir au type de testostérone qu'on va leur donner. Puis si on a la malchance de trop en donner, on peut déclencher des caractères de virilisation qui pourraient s'avérer irréversibles. Par ouais. exemple, la voix pourrait devenir vraiment grave, puis on ne sera pas capable de ramener ça à la normale quand on va arrêter la testostérone. Donc, je pense que dans ma façon de faire, je préfère y aller plus doucement et augmenter et progresser, puis ajuster selon les étapes de la vie, plutôt que d'utiliser cette forme de technologie-là. Ceci dit, peut-être qu'elle va se raffiner au fil du temps et qu'on va s'apercevoir de son innocuité puis de sa bonne tolérance, mais je pense qu'il nous manque un petit peu de recul par rapport à ça, bien entendu. Ouais, ok, ouais. Je pense que ça fait du sens, cette approche-là. Ouais. Il y a effectivement quelque chose dans un implant qui t'enlève un peu ok, la simplicité d'un implant, tu y penses plus, mais d'un autre côté, comme tu dis, je pense que tu perds un peu le contrôle là, sur la Mm. libération, puis les taux, puis est-ce que c'est vraiment ça qu'on vise comme cible. Exact. Puis ça Ouais, revient un peu à l'approche un peu one size fits all, là, tu sais, je exactement. pense qu'on essaye de s'éloigner un petit peu plus de ça, Ouais, surtout quand on essaie d'optimiser la santé d'un individu. tout à fait. C'est sûr, il y a tout ce qui est evidence supported, tu sais, puis, mais à un moment donné, tu sais, comme tu dis, on traite tout le temps quelqu'un, puis les interventions sont toujours très ciblées. On essaie de les Mhm. cibler le plus possible à cet individu-là, là, tu sais, en étant Absolument. evidence informed, là. Oui. Absolument. Tu sais, la personnalisation des interventions me semble vraiment importante. Tu sais, dans l'individualisation, on a toute une physiologie qui nous est propre, puis des facteurs de risque qui nous sont propres, puis un environnement aussi, tu sais, qui est changeant d'une personne à l'autre, qui a une influence sur la physiologie en tant que telle. Puis faut aussi être attentif aussi aux autres solutions non pharmaceutiques, hein. Il existe des botaniques, des herbes qui ont été documentées et étudiées pour aider certains symptômes en périménopause, en ménopause. Donc, j'ai des femmes aussi qui viennent en me disant, écoute, je suis ouverte aux hormones, mais je ne veux pas aller là tout de suite. As-tu Ouais, d'autres suggestions avant ça, autres que comportementales, quand ils ont déjà ouais, travaillé sur leur alimentation, leur sport, leur sommeil, leur stress, etc. Donc, par exemple, je nomme une des herbes qui a été largement étudiée qui s'appelle le Vitex, donc le gâtillier en français, qui est une herbe qui va avoir un effet progestatif-like, hein, qui va aider beaucoup dans la périménopause à avoir une atténuation des symptômes. Des fois, ça peut acheter 1 an ou 2 avant de commencer à donner de la progestérone. Euh, je pense à lacter à grappe noire quand on s'approche de la ménopause aussi pour les bouffées de chaleur. Il y a un soutien vitaminé aussi qui peut être fait. Ce qui a été bien étudié en périménopause, la B6, le magnésium, le calcium, entre autres, ont un effet clinique significatif dans la réduction de certains symptômes de SPM chez la femme, donc qui pourrait être optimisé avant de tomber dans les hormones. L'état nutritionnel est très, très important, hein. C'est rare comme médecin qu'on l'évalue, mais même cliniquement, on peut voir, hein, dans les ongles, on peut voir des signes cliniques dans les téguments, dans la peau, de carence en zinc, en certaines vitamines du groupe B, par exemple, qui influencent largement les niveaux d'hormones, parce qu'oublions pas que nos hormones sont produites par nos petites mitochondries, qui, elles, ont besoin de toutes ces vitamines et minéraux-là pour assurer toute leur fonction enzymatique dans la production d'hormones au fil du temps. Donc, s'il manque de ces nutriments-là essentiels, c'est évident que la production de cette belle hormone-là qu'on veut au fil du compte va être atténuée. Donc, ça fait partie de l'évaluation aussi qui peut être mise de l'avant pour les gens qui veulent c'est faire des choses qui vont au-delà de l'hormonothérapie en prescription, là, bien hmm. entendu. Ouais, effectivement. Puis quand on parle, tu sais, bon, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent qui ont pas la chance de t'avoir comme médecin ou tu sais, qui ont un autre, sont dans un autre type de pratique complètement. Euh, la discussion pour aborder de l'hormonothérapie substitutive avec son médecin, y a-t-il une façon qu'on peut aborder ça ou est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu as dans ton approche pour discuter d'hormonothérapie
euh, c'est que c'est Mm. ton processus ou qu'est-ce que tu peux dire comme aux patientes qui cherchent à s'informer ou à en parler à leur médecin, d'aborder cette discussion-là? Euh, Parce que, Mm. comme tu sais, il y a des médecins qui sont encore très WHI, là, tu sais, puis qui sont Mm. comme, ben non, là, tu sais, moi, après 10 ans, j'en prescris plus, puis on devrait jamais prescrire ça chez Mm. des femmes à partir de tel âge, puis tu sais, il y a comme une espèce de frappe à un mur, là, Mm. alors que, tu sais, ces femmes-là pourraient bénéficier de thérapies là, diverses pour améliorer Absolument. leur qualité de vie. Absolument. En fait, mon message va prendre deux formes. Un qui OK? va s'adresser aux médecins qui nous écoutent, de toujours rester ouvert d'esprit, hein, parce que on dirait que c'est avec l'âge et la sagesse hein, de nos années de pratique qu'on réalise qu'on n'apprend pas tout à l'université, puis dans l'émergence de certaines études randomisées contrôlées, il y a bien des choses qu'on ne connaît pas, puis qu'on apprend au fil du temps, quand on prend la peine d'écouter nos patients, puis de se positionner, puis de faire des lectures. Puis, oublions pas que l'hormonothérapie bioidentique, tout comme les approches naturelles, n'ont pas le financement requis pour faire des belles études randomisées contrôlées un peu à la WHI, là. Fait Ouais, que c'est évident que jamais ce genre d'approche-là ne sera entériné dans les lignes directrices de la SOGC ou de de d'autres sociétés savantes de par la puissance des données. Puis ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises données, puis ça ne veut pas dire que ce sont des solutions qui ne sont pas evidence-based. Puis rappelons-nous, hein, l'evidence-based, c'est pas juste des données cliniques qui émergent d'études randomisées contrôlées, c'est aussi le jugement du clinicien et de son patient, puis l'expérience clinique ouais, combinés ensemble qui démontrent que finalement, il y a des trucs qui font sens puis qui fonctionnent, même s'il n'y a pas tant de données probantes en arrière, ou qu'il y en a un petit peu, mais qui ne sont pas suffisamment significatives pour outrepasser les vieilles données qu'on connaît et qui ont toutes ouais, modulé nos pratiques défavorablement. Fait que gardons l'esprit ouvert, gardons une belle intention de communication avec nos patients. Je pense que la chose la plus bénéfique qu'un clinicien peut savoir en avant de soi, c'est un patient responsabilisé qui est ouais. dans un processus de vouloir aller mieux. C'est tellement puissant. Il faut prendre le bateau là, quand il passe parce que tu le sais comme moi, quand on a des gens avec qui on collabore, qui sont durs à mobiliser, qui veulent la pilule magique, qui veulent rien savoir de changer leur comportement, qui nous font confiance de façon plus patriarcale, c'est Ouais. pas une belle dimension relationnelle pour être capable d'optimiser la santé. Alors, ces gens-là qui viennent nous voir, qui ont regardé, oui, je pense que ça peut irriter certains professionnels de se faire dire ça. J'ai écouté l'automéno, j'ai écouté des documentaires sur la ménopause, puis je me retrouve là-dedans. Mais au lieu de penser qu'on se fait enseigner des choses par un patient, ah ben, utilisons un caractère plus de curiosité. Allons chercher qu'est-ce qui t'a sollicité là-dedans, qu'est-ce qui est venu te chercher dans ce documentaire-là. Dis-moi, parle-moi de tes symptômes, comment on peut t'aider à travers ça, comment ça peut reposer des fois sur autre chose que de la périméno, hein. Il y a Ouais. d'autres affaires qui existent dans la vie aussi, mais il ne faut pas balayer ça du Exact. revers de la main en se disant, ah ben là, regarde, t'es pas ménopausée, t'es encore menstruée, t'en as pas besoin d'hormones, on est fermé d'esprit. Donc ça, c'est comme la première vision de mon message à l'égard des professionnels de la santé qui croisent des patientes qui peuvent émettre l'intention d'avoir de l'hormonothérapie substitutive parce qu'ils se sont eux-mêmes informés. Ils ont une Ouais. bonne intuition, nos patients, hein, ils connaissent leur santé mieux que nous, hein, il faut pas l'oublier. Et à l'égard des patients, mais évidemment, c'est de s'informer et de s'éduquer, hein. C'est ça la clé du succès en santé. Plus on va lire, plus on va aller chercher des ressources dans les podcasts scientifiques. Il y en a énormément aux États-Unis. Il y a des très bons livres qui ont été faits par des médecins auteurs du Québec, là, qui sont des experts dans le domaine, qui documentent très bien la littérature. Juste le fait de se plonger là-dedans puis d'être convaincu que certaines approches font sens avec ses valeurs, sa culture, puis son intention d'aller mieux, ça va de soi que c'est plus facile de trouver un praticien qui va être ouvert à recevoir cette information-là puis qui va aller dans ce sens-là. Malheureusement, c'est pas tout le temps la réalité qu'on voit sur le terrain. Il y a des femmes qui doivent aller vers le privé dans des cliniques spécialisées en hormonothérapie pour recevoir le soutien ou l'accompagnement dont elles ont besoin. Puis je peux comprendre des fois que c'est pas toujours évident dans un contexte conventionnel où on voit nos patients aux 10-15 minutes, Ouais. là, puis on attend d'avoir une maladie puis une pilule à la prescrire là, pour faire rouler notre horaire. Ceci dit, la périméno, c'est plus compliqué que ça, hein, ou la méno, c'est plus compliqué que ça. Il y a plein de facteurs qui peuvent changer la réponse au traitement ou qui peuvent
affecter la sensation qui émerge de ce déficit hormonal-là, qui mérite une attention puis un contexte de communication qui va s'échelonner au bien au-delà du 10-15 minutes. Donc, c'est pas tout le temps facile à faire dans un contexte de soins conventionnels, au GMF. Donc, tu sais, je comprends la réalité des collègues qui font pas d'hormonothérapie dans ce contexte-là, mais je peux juste espérer que mes collègues gardent l'ouverture d'esprit puis, aient envie de retourner à la base de ça. Pourquoi on est devenu médecin? Hein, pour les aider, nos patients, pour faire en sorte que les gens puissent devenir mieux, puissent avoir une meilleure santé. Fait que si on revient à ça complètement, ben, tu sais, on est dans la même phase que notre patient, là, finalement. Isabelle, je pense que c'est difficile de closer un podcast mieux que ça. Voilà, une belle On a... conclusion. Ouais, écoute, merci énormément. On a passé à travers pas mal de sujets. En fait, on a passé à travers la liste de choses que je voulais couvrir. Fait que chapeau. Hein? Puis je pense que t'as pas fini aujourd'hui. T'es comme sur Comment c'est ça une un tour. conférence? Ouais. Oui, bientôt. Alors, C'est le ça va être une réchauffement, ça. grosse journée. Exactement, mon petit réchauffement. Après ça, j'embarque dans le gros du sujet pour un bon 2 heures. Très cool. Je te remercie encore. Super intéressant. Puis je pense qu'éventuellement, si t'es game puis tu m'as ouvert la porte, si on pouvait faire la même chose pour la testostérone chez les hommes, C'est le clair, TRT, je pense que ça clair. pourrait être super intéressant de faire cette approche-là aussi, là, Absolument. comportementale, habitude de vie, etc., jusqu'au traitement et les options. Je pense aussi que ça serait super intéressant pour les gens qui suivent le podcast. Absolument, ça me fera vraiment un énorme plaisir. Fantastique, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Salut. Bye bye. Le contenu fourni dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives. Il n'est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié pour toute question concernant une condition médicale. Ne négligez jamais un avis médical professionnel ou ne tardez pas à le rechercher en raison de quelque chose que vous avez entendu durant un épisode. Aucune relation médecin-patient n'est établie en écoutant ce podcast. Les informations, points de vue et opinions exprimés pendant les épisodes sont ceux des individus impliqués et ne reflètent pas nécessairement les lignes directrices en place. Le contenu des épisodes ne doit être utilisé en aucune circonstance à des fins légales, y compris, mais sans s'y limiter, à l'établissement d'une norme de soins au sens légal ou comme base pour un témoignage d'expert. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des déclarations ou d'opinions exprimées dans ce podcast. Tout le contenu du site web julienmd.com ainsi que le podcast est dédié à améliorer la qualité de vie des gens en fournissant du contenu scientifique, accessible et concret. Il est essentiel pour moi de fournir le tout sans dépendre de publicité ou placement de produits pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts. Notre travail est entièrement possible grâce à nos membres. En retour, on leur offre du contenu exclusif et des avantages supplémentaires qui dépassent largement ce qui est disponible gratuitement. Pour nous supporter, allez au julienmd.com dans la section Devenir membre où vous trouverez aussi tous les avantages liés à l'adhésion. Vous pouvez me trouver sur Instagram et YouTube @JulienMartelMD.